des impacts qui affectent la vie des populations dû à la réalisation de certains projets. Donc, nous allons voir comment faire face à ces attaques juste en parlant. Aujourd'hui, nous allons voir aussi l'impact de ces banques de développement, les banques de financement de développement. Je suis Anna Story et je travaille avec les Funders et je serai la modératrice de cette séance de discussion. Tout d'abord, nous allons avoir le rapport. Et vous aurez aussi quelques points essentiels sur le rapport. Et après, il y aura une discussion du panel sur les défenseurs des droits de l'homme. Merci à Tankia de l'Ouganda et aussi à Anna Shahnazarian. Et il y a des experts parmi nous. Et nous allons voir l'importance de la vie humaine et l'impact et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement par ces banques de développement. Je dois vous rappeler que l'interprétation est disponible en français, en espagnol et en russe. Donc, en parlant, veuillez juste maintenir votre débit à un niveau normal. Donc après, nous aurons à lire les questions dans la partie questions-réponses. Vous pourrez envoyer vos questions dans la partie discussion. Et ici, au moment, nous passerons en live sur Facebook. Maintenant, je vais juste passer à Lily, donc, qui est chercheur en recherche collaborative au département. Elle est basée en Argentine. Elle est aussi le responsable du rapport Wearing Blinders. Merci beaucoup, Anna. Et très rapidement, je vais vous expliquer le type d'analyse que nous avons fait dans le rapport et partager quelques conclusions avec vous. Dans le rapport, nous avons touché 5 points comme ma précédente l'a dit et sur l'aspect des rétaliations. Nous avons sélectionné 5 cas dans différents pays et nous avons aussi vu ces rétaliations qui suscitent des mises en œuvre des projets. Donc, nous avons la criminalisation des défenseurs, les tueries et aussi des représailles, et à savoir les attaques physiques. Donc, dans certains cas, nous avons aussi ces représailles qui sont résultats de l'échec dans la prise de responsabilité des banques. Et donc, nous avons aussi des documents, nous avons analysé les documents et nous avons parlé aux membres et défenseurs des communautés pour répondre à nos questions. Donc, est-ce que les banques anticipent les risques de représailles dans les documents de projet, dans les documents concernant les projets? Et comment est-ce que les banques auront pu anticiper les risques de représailles? Et qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à l'approbation du projet, ce qui révèle les risques de rétaliation? Et comment est-ce que cela peut être pris en compte par les banques au niveau de l'évaluation? Donc, l'analyse de ces cas d'études nous permet maintenant d'avoir les conclusions suivantes. Il faut dire que dans tous les cas, il y a eu un échec dans l'évaluation des risques de représailles. Donc, les documents portant sur les projets devaient être disponibles et qui ont été disponibles reflètent une analyse de ces types de risques. Donc, les banques ont échoué de faire l'évaluation spécifique orientée genre, et ce qui affecte les femmes défenseurs des droits de l'homme et d'autres cas spécifiques. Et de deux, je peux dire, dans tous les cas, les rétaliations pourraient être anticipées si les banques avaient seulement avaient fait preuve de diligence raisonnable. Parce que dans certains cas, les informations qui indiquent les risques de ces représailles sont connues par les banques, même bien avant l'approbation du projet, l'approbation du projet, parce que cela a été déjà suscité par les défenseurs. Donc, ceci comprend aussi les plaintes ou bien des réunions avec les banques et sur les projets, mais ce qui n'a jamais donné de résultat. Donc, on voulait voir si cela pourrait être considéré et pris en compte. Et il y a aussi les études de cas
ou qui ont été perçus. Si les banques avaient vraiment donné un accès à la participation, à la transparence, et aussi fait preuve d'un consentement préalable, libre et éclairé des populations, des indigènes. Mais bon, vous savez, par faute de participation de ces parties prenantes, un élément clé qui met en exergue les risques de représailles présentés dans les documents de projet. Et au dernier point, ce que je voudrais dire, c'est que les banques dépendent vraiment des clients. Je pense que les clients devraient évaluer les différentes composantes du projet. Ainsi, on fait ressortir les risques et les impacts pour identifier, s'engager, bien engager la communauté pour évaluer les résultats des concertations. Donc, voilà les conclusions principales que nous avons eues. Ceci montre que malgré le fait que les banques financières, les institutions financières de développement ont des politiques auxquelles elles devaient s'engager, se conformer, à respecter les droits de communauté, à être concertées et participer au processus de décision, de prise de décision avant la mise en œuvre de projets. Bon, en fin de compte, ces risques sont ignorés et conduisent à des escalades, à la mise en danger du projet. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous avons trouvé. Merci beaucoup. Et merci, Léna. Donc, je pense que c'est très important, pas seulement que les risques soient évalués, mais il faudrait que la politique soit mise en œuvre. Maintenant, nous allons passer à la première session de la discussion du panel. Nous allons entendre parler deux personnes. Donc, nous allons toucher le rapport. Donc, d'abord, Gérald Kelia, qui est de l'Ouganda, et qui est à TLC Ouganda. Je vais faire une petite présentation de lui. Et je vais passer à la première question. En 2021, la Banque mondiale a approuvé le projet de conservation de 3,3 millions de dollars qui a fait 3 parcs nationaux. Sans toutefois prendre en compte les droits de l'homme. Donc, le projet a inclus le service le département des services publics de l'Ouganda. Donc, en fin de compte, il y a eu la tuerie, l'assassinat des membres indigènes des communautés impliquées. Et donc, nous avons aussi d'autres difficultés. Donc, par le rapport envoyé par TLC, en 2015, l'Ouganda a été responsable de plus de 56 attaques, ce qui donne 69 tueries et la rétaliation des défenseurs de droits de l'homme. Donc, c'est vraiment très choquant de voir que la Banque mondiale décide de financer un projet qui sera mis en œuvre malgré toutes ces mésaventures. Donc, qu'avez-vous à nous dire en tant qu'échec d'évaluation des risques de représailles de la part de la Banque mondiale? Merci. Merci beaucoup, Anna, et ça fait un plaisir pour moi de participer à ce processus. Je dois d'abord dire que la Banque, avant d'approuver ce projet et même de la mise en œuvre, n'a fait aucune concertation décisive avec la communauté qui sera affectée par le projet. Alors, nous avons eu des cas où la communauté a été clairement évitée, éloignée, mise à l'écart des réunions, des concertations, parce qu'il y avait déjà un conflit qui existait. Maintenant, par respect à la diligence raisonnable, les banques devaient vraiment faire preuve de cette diligence. Ou bien, il est indiqué qu'il y a un cas qui existe où toute la communauté a consulté le Haut Conseil de l'Ouganda sur la violation des droits de l'homme, l'extorsion, la tuerie, la destruction des propriétés et des biens. Et même si la banque avait fait un processus d'évaluation avec avec la diligence raisonnable, on n'aurait pas eu tous ces effets. Mais très récemment, avant même d'arriver ici, nous avons découvert que la banque a déjà approuvé ce projet dont je parle, qui affecte déjà plus de 200 000 familles.
Donc, bon, malgré ça, la banque, ça, c'est déjà une preuve que la diligence raisonnable ne fait pas partie des préoccupations de la banque. Et ce qui est encore plus important, nous avons une évaluation des tierces parties. Donc, la haute autorité de l'Ouganda a été accusée comme un violateur des droits de l'homme dans ces communautés. Donc, nous avons l'autorité ougandaise a déjà eu à faire des cas et aussi avec des on lui demande de faire des évaluations avant la mise en œuvre des projets, de demander aussi aux communautés de donner leur opinion sur les situations. Donc, voilà, il y a plusieurs failles liées à la position de la banque qui a échoué déjà en ce facteur de diligence requise ou diligence raisonnable. Merci. Merci, Gérard. Oui, il n'y a pas de diligence raisonnable en ce qui concerne les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas de concertation directe avec les communautés affectées par le projet. Alors, je vous reviendrai d'ici une minute pour plus de détails. Alors, je veux maintenant me tourner vers Anna Chakna, qui est aussi défenseur de droits de l'homme et qui a travaillé sur le front environnemental. Et donc, est sur elle a travaillé aussi, ou bien elle a défendu les droits pour les travailleurs d'une mine de charbon. Donc, ce qui devait être développé par une organisation en 2006, financée par plusieurs investisseurs et plusieurs institutions financières de développement, par des coopérations, des partenariats et aussi avec la Banque européenne. Donc, Mac a déjà montré une forte opposition depuis le début par rapport aux projets qui auront un fort impact négatif sur les projets. Donc, les banques de développement impliquées, surtout par manque de concertation, l'évaluation des impacts des projets, les rétaliations, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a décidé de refaire une étude en 2016. Donc, encore des protestations. Donc, ce qui devait escalader en 2018 par les communautés qui ont fait preuve de représailles. Alors, je pense que vous allez nous expliquer comment est-ce que les campagnes, comment est-ce que les choses se sont passées et nous donner aussi les charges légales, les sanctions légales auxquelles sont confrontées les communautés. Merci, Anna, et merci. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Donc, c'est vrai, les gens sont impliqués et les gens veulent résister aux projets qui amènent des catastrophes dans leur communauté. Donc, vous avez fait mention vous avez mentionné l'importance de ces institutions financières de développement, la Banque mondiale, la Banque mondiale est tout d'abord impliquée et donc dans cette entreprise. Ce que je voudrais dire, c'est que tout de suite, nous, défenseurs de l'environnement, nous avons présenté des vies mises en danger, des vies menacées en lien avec ce projet. Regardez de façon stratégique, mais comme appuyé par la Banque mondiale et le gouvernement. Donc, nous pensons que ils ont juste négligé notre stratégie. Donc, c'est que ils sont juste guidés par, bien orientés le développement du pays, le développement de la communauté, disent-ils. Et donc, je dois déjà dire que ça a été vraiment très alarmant. Je vois que jusqu'à aujourd'hui, le document projet, nous n'avons pas plusieurs personnes ne voient pas vraiment ce document, ne voient pas comment est-ce que la Banque mondiale voudrait concerter tout d'abord avec les parties concernées par le projet. Il y a plusieurs experts, des gens qui ont été déniés de leurs droits, qui ont été refusés de jure de leurs droits. Donc, se sont rassemblés et pour vraiment
élaborer un nouveau code minier, donc un nouveau code minier pour de futurs projets qui concerneraient le secteur minier. Donc, pendant que nous savons que les compagnies ont fait faillite après cette protestation, après cette résilience montrée par les communautés. Donc, je veux aussi juste dire que ce projet n'est pas encore fini. La compagnie a été dissoute, mais elle est restructurée. Elle a maintenant un permis, une autorisation, une licence. Et donc, il y a un nouveau détenteur. Et donc, on pense que le gouvernement veut vraiment pousser ce projet et pour solutionner tous les problèmes que j'ai mentionnés plus tôt. Mais dans plusieurs rapports, c'est ce qui se passe. Maintenant, encore aujourd'hui, très tôt, ce matin, je pense que nous avons eu une présentation de notre rapport. Et il y a plusieurs soucis. Tout d'abord, merci beaucoup de nous donner l'opportunité parce que les banques de développement ne nous reconnaissent même pas en tant que défenseurs ou en tant qu'orateurs ou oratrices. Et donc, je veux parler de leur évaluation. Et encore, Wearing Blinders a déjà encore suscité cette affaire ou ce qui nous amène à de nouvelles stratégies minières à être élaborées avec la Banque mondiale. Il y a eu pas mal de soucis. La concertation, c'est ce qui nous préoccupe. La concertation, c'est aussi protéger son droit à dire, avoir un droit à dire non quand cela ne vous convient pas. Et dans notre rapport, les communautés ont le droit de dire non, ne sont pas en sécurité. Elles voudraient dire non à ces projets plusieurs fois de suite. Mais je dois aussi souligner qu'il y a la résilience. Non, ça ne marche pas. Donc, elles veulent être résilientes contre toutes ces entreprises minières, de nouveaux investisseurs, malgré la pression que nous avons vécue. Il y a tellement de pénalisation, de criminalisation, de sanctions légales contre les défenseurs, contre les membres des communautés locales et plusieurs poursuites contre les agences gouvernementales elles-mêmes. Mais malgré tout cela, malgré toutes ces pressions, ils continueront d'avoir de fortes de répression, de forte résilience dans le cadre de ces projets. Je dois dire que ces manifestations, on devrait alerter la Banque mondiale déjà depuis le départ parce que avec le capital social, il y avait eu des lobbies, des plaidoyers forts, des opposants, le monde financier, le monde capitaliste. Bon, il faut dire aussi au sein du gouvernement. Donc après ces forces de sécurité, nous avons vraiment été assez brutes, assez violentes dans nos manifestations. En 2019, l'IRBD a été vraiment alerté et compte tenu de l'information que j'ai reçue, puisque je ne les ai pas rencontrés personnellement, je verrai dit, et ils ont promis rencontrer leurs clients pour revoir le projet. Mais ça ne veut pas, ça n'exclut pas le fait que les résidents, les habitants échappent aux charges criminelles qui sont portées contre elles. Compte tenu du conflit qui a émergé de plusieurs manifestations ou activités de manifestations violentes. Donc, il y avait même certaines qui étaient gardées par les compagnies, par des agents de sécurité, donc, et étaient gardées en détention. Donc, je pense que nous avons vraiment travaillé avec, donc nous avons alerté la Banque de reconstruction et de développement. Donc, maintenant, si de nouveaux investisseurs arrivent ou bien reviennent, malgré tous les cas, toutes les pressions, les représailles, et est-ce que vraiment, est-ce que les détails que nous avons, tous les détails que nous avons dans le rapport, est-ce que cela les dissuaderait
Donc, bon, je ne pense pas que cela pourrait les dissuader. Bon, désolé d'avoir pris un peu trop de temps. Donc, merci beaucoup. Merci, et merci de vous être connectés et ce qui se passe dans la réalité. Bon, vous savez, euh, je vais maintenant passer à Renate. Donc, je pense que on va au côté anticorruption, développement. Donc, elle a travaillé avec les Nations Unies et donc elle a été nommée en 2016. Elle est représentante de RC et elle travaille dans le département de lutte contre la corruption. Et elle aussi à l'université de Washington. Anita, dans pourquoi est-ce que vous pensez que c'est tout ce que Anna, Gérald viennent de décrire? Pourquoi est-ce que vous pensez que les banques de développement doivent inclure d'avoir plus d'orientation humaine dans leurs documents projets? Je devrais d'abord féliciter l'organisation d'avoir organisé cette réunion et aussi d'avoir fait ressortir ce sujet encore plus. Bon, écoutez, dans le groupe de travail de l'Union européenne, voici comment nous travaillons. Notre rôle, c'est de travailler avec les parties prenantes et qui travaillent nous pouvons aussi travailler avec les départements de lutte droits des hommes et les acteurs économiques, c'est de les amener à respecter les droits de l'homme. Ça, c'est le message clé. Maintenant, dans un nouveau rapport de Wearing Blinders, j'ai vu qu'il y a déjà un principe directeur des Nations Unies sur le respect des droits de l'homme vis-à-vis le développement. Qu'est-ce que je vais dire par là? Un message clé qui est bien cohérent avec les recommandations de Wearing Blinders, le rapport de Wearing Blinders. Donc, le message clé dans le principe directeur, est-ce que ce message vraiment s'applique aux institutions financières de développement, les acteurs économiques? Est-ce qu'ils répondent à ça? Est-ce qu'ils sont prêts à identifier les communautés directement liées au projet ou bien directement affectées par le projet? Est-ce qu'ils font une évaluation de risque, y compris les représailles? Donc, la première question, est-ce que ces principes directeurs sont appliqués? Est-ce que ces institutions financières de développement sont des entités, contrôlées par le gouvernement? Bon, elles ont la haute responsabilité, ce qui est déjà le premier pilier. Donc maintenant, au premier niveau, nous avons les parties prenantes. Est-ce qu'ils vont utiliser leurs propres moyens pour faire des plaidoyers pour les communautés? C'est que le groupe de la Banque a visité des pays, le Pérou, le Canada, le Kenya, juste pour nommer ceux-ci. Tous ces indigènes, pendant toutes ces visites, ce que nous avons vu, c'est que la plupart du temps, les défenseurs sont là et protestent dans le cadre de financement de développement. Aujourd'hui, nous avons parlé à la communauté, à la société des défenseurs, comment défendre les droits en lien avec les projets de développement. Donc, le fait, c'est que il faut une concertation digne de ce nom avec les défenseurs de droits de l'homme. Donc, ce qui nous amène à identifier les impacts. Très souvent, on voit aussi que, bon, on a défaut de cette concertation. Nous ne faisons pas cette concertation, ce qui nous amène à la protestation. On dit quels sont les risques, qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui seront affectés par le projet, par les activités du projet. Et aussi maintenant les défenseurs en ce qui est lié aux vies, aux procédures judiciaires. Donc, les bureaux des haute gouvernance nous donnent des directives. Nous recevons des communiqués, des demandes d'assistance de partout le monde entier pour des
pour leur porter le porter du secours. Mais c'est que nous avons, comme Gérard et Anna l'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? La diligence raisonnable nous permettra de protéger ces défenseurs. Mais si c'est plus dangereux, je pense qu'il faut des étapes pour protéger les défenseurs vis-à-vis le gouvernement ou bien les forces de défense, les forces policières. Alors, tout ce qui pourrait menacer leur vie. Donc, voilà le message qui m'importe aujourd'hui. Il faut trouver des stratégies, des étapes pour protéger ces défenseurs. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Anita. Oui, c'est vrai, il faut passer de la politique à l'action. Donc, le message clé, la plupart des banques de développement font des engagements, des promesses, des déclarations sur la protection des droits de l'homme. Mais comment est-ce qu'ils mettent en œuvre cela? Quelles sont les actions qu'elles mettent en œuvre? D'accord. Maintenant, un dernier panéliste, Heidi Hautala, qui est là. Elle est membre du Parlement représentant le Green. Alors, cette fois-ci, elle sert comme membre du comité et aussi sous-comité des droits de l'homme. Donc, ce qui est important, c'est elle est responsable de la partie législation. Et elle est aussi le fondateur du groupe de travail Parlement européen pour les entreprises responsables sur la législation de la diligence raisonnable des entreprises. Donc, Heidi, les parties prenantes des banques de développement ont la responsabilité, et aussi l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne, les parties prenantes de toute nature de ces banques multilatérales. Maintenant, vous, comment est-ce que ces banques améliorent leur volet droits de l'homme? Merci beaucoup pour ce rapport qui nous amène ici aujourd'hui pour cette discussion sur les résultats des études. Comme Anita l'a dit, nous avons vraiment, c'est l'État, c'est la responsabilité des États de protéger leur communauté. Donc, ce n'est pas que les Nations Unies, ou bien la Charte des Nations Unies ne va pas le faire, mais cette discussion est plus centralisée sur le secteur privé, les obligations, les responsabilités vis-à-vis la diligence requise ou raisonnable. Donc, cela montre le fait que nous devons avoir le secteur public. Et aussi, il y a une discussion actuellement sur les passations de marché public. Comment est-ce que ces comités de passation de marché public puissent aussi appliquer les principes du respect des droits de l'homme. Donc, si l'organisation internationale, comment va-t-elle respecter les droits de l'homme si les entités locales n'arrivent pas à le faire elles-mêmes? Donc, oui, c'est vrai qu'il y a quelques... bon, il faut dire que c'est une très longue discussion entre la société civile et les banques de développement sur comment mettre en œuvre une évaluation des impacts environnementaux et en droits de l'homme. Alors, je dirais que la mise en œuvre, la mise en vigueur de ces principes laisse encore à désirer. Donc, nous avons quand même de bonnes pratiques que je voudrais donner. Je vais donner un exemple ici que vous connaissez peut-être tous, de Honduras. Vous vous rappelez de Beta Caceres qui a été vraiment victime de la crise de rétaliation par une compagnie étatique qui voulait mettre en place une station de production d'énergie. Donc, il y avait aussi déjà le Dutch et cette entreprise finlandaise. Donc, je me rappelle déjà cet après-midi avec le côté finlandais demandait donc
qui demandait d'où vient l'erreur, parce que il faut dire que nous avons déjà présenté cela aux personnes indigènes. Mais en fin de compte, Kassira qui a été tué. Donc, moi, je pense que c'est une cause, c'est là parce que c'est quand il y a changement de projet. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet Shift Project, c'est une organisation qui est bâtie pour la mise en œuvre des principes des Nations Unies. John Mike Jancovici, qui est malheureusement qui est mort l'année passée en septembre, quand les choses ont commencé par aller dans la bonne direction qu'il réclamait. Donc, il y avait déjà cette institution financière de développement finlandaise sur comment faire une étude d'impact, une évaluation d'impact environnemental et des droits de l'homme. Donc, je pense que il a réussi en quelque sorte. Donc, c'est bien possible de changer de comportement. Et je crois fortement que l'un des soucis ici est que parfois, il y a déjà une relation, il y a des relations assez distantes, assez dormantes entre les institutions financières et les opérateurs des projets, c'est-à-dire les agences de mise en œuvre des projets, parce que c'est juste il ne doit pas avoir d'interface entre les institutions financières de développement et les agences de mise en œuvre, parce que c'est leur responsabilité de prendre soin de, euh, de mettre en œuvre le processus de diligence raisonnable de façon appropriée. Donc, nous avons ce que nous appelons une interaction idoine avec les communautés. Donc, c'est le minimum strict. Je suis vraiment fatiguée de dire que c'est un exercice, mais bon, en fait, c'est le cas parce que ce ne devait pas être le cas. Ça doit être une interaction pour apprendre l'un de l'autre, pour mettre en œuvre de façon conjointe, de façon consentante. Donc, il faut chaque fois se rappeler d'avoir un consentement préalable libre et éclairé des personnes chez qui nous allons mettre en œuvre les projets. Donc, il n'y a pas vraiment d'engagement sur ces principes et cela doit vraiment changer, si je dois le dire. Et là, les entreprises, c'est-à-dire ces institutions financières de développement, devaient d'abord sécuriser, assurer une concertation avec leur communauté. Et en dernier point, je dirais que de façon très importante, ce que mes prédécesseurs ont déjà mentionné, les défenseurs des droits de l'homme, les statistiques de Green, par exemple, montrent que il y a les trois catégories des défenseurs de droits de l'homme qui risquent leur vie. Il y a toutes sortes de ces défenseurs qui risquent leur vie. Donc, on doit plutôt leur porter plus d'attention. Et je pense vraiment, par exemple, il y a un représentant, Mary Laura, qui est très, très active. C'est une activiste qui veut s'assurer que les entreprises fassent preuve de durabilité et fassent aussi preuve d'obligation de protection des droits de l'homme. Encore un dernier point, s'il vous plaît. Dans la législation européenne, nous aurons vraiment un effet positif qui ira loin au-delà des frontières européennes. Ceci concernera les banques de développement. Donc, nous avons aussi à défendre le secteur risque. Et je pense vraiment que ceci montre seulement le fait que il y a il faut dire que
plus les projets sont mis en œuvre, plus des terres sont retirées de ces communautés et ces communautés sont plus menacées. Alors, il faut vraiment penser à la protection. C'est très important de commencer à penser à notre habitude consommatrice dangereuse. Merci beaucoup, Heidi. Et je vais vous poser une petite question sur la législation des Nations Unies. Je sais que plusieurs personnes ici sont intéressées par plus de détails, mais ce qui concerne ce que vous avez déjà dit, sur le manque de concertation consentante avec la communauté. Parce que ce que vous avez dit, par exemple, c'est la Banque mondiale a donné cette responsabilité à l'autorité ougandaise, par exemple. Bon, même s'il y a déjà eu un rapport terrifiant de violation des droits de l'homme. Est-ce que vous pourrez nous parler plus de ce rapport? Et je veux aussi vous dire que nous avons le temps, donc prenez le temps pour nous donner plus d'amples d'éléments de réponse. Merci beaucoup, Anne. Un point que je dois éclairer ici, c'est que l'autorité ougandaise a une politique. Donc, si vous avez un procès contre eux, vous ne pourrez pas leur parler directement. Donc, on peut déjà dire que c'est un point pour la banque. D'abord, qui poursuit l'autorité? Bon, cette communauté ne peut pas faire de concertation directe avec l'autorité ougandaise. Donc, tous ceux qui ont été impliqués dans ces procès n'ont été impliqués dans aucune concertation, quelle que soit sa version. Donc, ces personnes, ce sont des personnes qui veulent vraiment avoir, ils veulent pas vraiment parler des pistes. On veut plutôt se concentrer sur les banques. Le processus est coercitif. Donc, je ne vais pas parler à l'autorité, je ne vais pas m'adresser à l'autorité, surtout en parlant de ces défenseurs de droits de l'homme. Et certaines d'entre elles sont déjà en poursuite de violation en lien avec les problèmes fonciers causés par l'autorité. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de concertation avec la communauté. Donc, sur la base de l'information que nous avons eue, du succès que nous avons, de ce que nous avons vécu jusqu'ici, nous n'avons rien de ce qu'on appelle la concertation. Donc, il faut vu les statistiques sur les violations des droits de l'homme, il devrait tout d'abord passer à l'évaluation, à une évaluation vis-à-vis la diligence raisonnable. Donc, il a été vraiment dire que il y a une autorité en Ouganda qui abuse du foncier de certaines communautés, qui exploitent les ressources de cette communauté. Donc, si on doit vraiment avoir cette concertation, je pense que cela deviendrait très difficile. Les banques financent et donnent l'autorité, donnent la responsabilité à l'autorité de faire cette concertation. Mais c'est que si vraiment cela devait être respecté, la communauté, si la communauté avait confiance en l'autorité, il n'y aurait pas eu de ces difficultés. Bon, quand la communauté commence par avoir des préoccupations sur l'exploitation des ressources, par exemple. Quelle est la position? Bon, tout d'abord, je pense que vous voulez parler de l'IRBD, qui a reçu déjà une plainte déjà en 2013, donc qui ne l'a pas géré de façon appropriée. Donc tout le mécanisme était vraiment très très exhaustif. Donc je dois déjà dire que c'est la même façon, les mêmes plaintes sur donc, il y a aussi la Banque mondiale et d'autres institutions financières de développement. Donc, ils ont trouvé, par exemple, la Banque mondiale,
les dirigeants de la Banque mondiale qui ont visité le site et ils ont juste ignoré de parler aux personnes, aux indigènes. Donc, ils se sont juste concentrés sur leurs clients. Et donc, il y a aussi donc, il y a eu un échec dans la mise en œuvre des politiques de la banque. Donc, ceci conduirait à plusieurs problèmes et aussi à la participation. Il faut dire qu'après 2014, ils ont continué avec OK, une grande part de leur capital social. Donc, je dois déjà dire que les risques, l'atténuation des risques environnementaux, comment mettre en œuvre ces programmes d'atténuation et ce qu'ils appellent le offsetting environnemental. Donc, moi, je pense que il y a juste de ces donc, il y a le gouvernement, la communauté internationale à grande échelle. Donc, c'est il y a cette politique dangereuse. On vous promet de l'argent pour avoir détruit votre environnement, bien votre communauté, ou bien pour déplacer les personnes. Bon, je vais dire les dégâts environnementaux. Donc, ça, c'est une promesse, par exemple, de créer un parc naturel ou bien des ressources environnementales. Mais non, ce sont des fausses promesses. Et, et, et ils n'arrivent même pas à atteindre l'objectif. Donc, si vraiment c'est un risque en soi, donc la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de n'avoir pas respecté sa promesse, de n'avoir pas contenu cette résilience, cette protestation. Donc, quand les gens voudraient vraiment exprimer leur volonté, leur point de vue, le régime a changé. Donc, ils ont physiquement arrêté le projet et donc, tous les participants du projet, bon, ils ont juste changé de couverture. Donc, j'ai répondu à votre question. Maintenant, je veux poser une question. Donc, est-ce que vous pensez que les risques que les défenseurs des droits de l'homme, les risques auxquels ils font face, est-ce que cela peut être bien mis en œuvre? Donc, les institutions financières de développement, la Banque mondiale elle-même, la stratégie minière élaborée par la Banque mondiale, cela aura des effets destructeurs sur l'environnement, sur la vie humaine, parce qu'il y a de ces clauses déjà dans le document projet que moi j'ai lu. Il y aura une inclusion, cela va susciter de grands conflits avec les agriculteurs, avec les propriétaires fonciers, avec les communautés, où l'exploitation minière serait vraiment au cœur des activités de cette institution. Donc, il faut dire que nous avons déjà des risques bien spécifiques. Si le document projet de cette stratégie minière serait adopté ou commissionné par la Banque mondiale ou bien le gouvernement qui appuie le projet. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, la Banque mondiale est vraiment très engagée à, à appuyer le projet. Donc, en fait, Reddy a déjà mentionné les Nations Unies qui ont une directive sur la protection des droits de l'homme et aussi la politique de sauvegarde. Donc, les principes directeurs. Est-ce que vous pourrez nous donner plus d'éléments? Qu'est-ce que les banques de développement devraient faire selon vous? Oui, je dois encore me répéter. Je pense que déjà Gérard et Anna l'ont dit. Il faut commencer avec l'engagement.
l'engagement des défenseurs et commencer par comprendre la nature des impacts des risques. Et de là, nous avons déjà vu que c'est un échec jusqu'ici. Donc, rien n'est anticipé en termes d'évaluation des risques. Donc, qui fera preuve de diligence raisonnable? Ça, c'est le premier point. Et il faut aussi commencer par anticiper quel est le plus grand risque auquel sont confrontés les défenseurs. Donc, oui, c'est ça le défi pour tout le monde. Maintenant, comment utiliser les droits de l'homme. Deux, ça fait partie, les droits de l'homme font partie de cette diligence raisonnable. Donc, pour éviter les représailles et aussi certains soucis. Donc, Warren Blinders a vraiment travaillé et a trouvé, il faut maintenant trouver les étapes, comment travailler avec les institutions financières de développement. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre en place des politiques pour la sauvegarde. Maintenant, ce qui est clé et très efficace, si vous avez une politique contre la représaille qui, par un moyen, un canal bien clair, bien stipulé, il faut voir rapidement comment communiquer. Il faut permettre à ces communautés de vous communiquer les risques auxquels ils sont confrontés. Donc, je pense, et aussi, ensemble, combler les lacunes. On voit déjà qu'il y a cette nature intrinsèque entre l'engagement, les représailles et les soucis sociaux, l'engagement. Donc, pour vraiment reprendre, parce que si vous ne solutionnez pas les représailles, vous ne pourrez pas tout de suite satisfaire les défenseurs de droits de l'homme. C'est bien compris. Merci beaucoup, madame, d'avoir fait lumière sur ce point. Donc, encore une dernière question pour Heidi. Je veux vraiment, comme vous l'avez dit, je veux vraiment que vous reveniez vraiment sur cet aspect de l'Union européenne, sur la stratégie de durabilité. Donc, quel serait l'impact de cette législation des banques de développement? Donc, quels sont les défis, les opportunités que nous, après avoir voté ce document projet? Oui, vous avez raison, madame. Ceci suscite un grand intérêt au sein du Parlement européen à participer au projet. Donc, nous avons 10 sous-comités qui travaillent déjà sur cet aspect. Donc, je peux déjà dire, vous voyez déjà la complexité que cela représente au sein du Parlement. Et donc, oui, c'est d'un intérêt, mais il y a aussi cette contradiction. Et donc, je dirais que les banques de développement font plus et plus face à plus d'exigences volontaires, obligataires, statutaires, à cause de leurs clients. Les projets, les entités qui mettent en œuvre les projets sont déjà contraints par la législation. Donc, il y aura, encore plus intéressant, je peux dire, il y aura un effet à long terme. Il faut déjà attirer l'attention des banques de développement que leurs clients ont échoué à mettre en œuvre la diligence raisonnable et qu'il faut leur rappeler de le faire comme cela se doit. Et comme je devrais le dire un peu plus tôt, il y a déjà la responsabilité souveraine, cette responsabilité qui invite le secteur privé à respecter les principes directeurs. Donc, je pense que si c'est fait ainsi, toute autre organisation ne pourrait que respecter cela. Donc, il n'y aura plus de partis qui pourraient éviter, qui pourraient refuser de se conformer aux principes, à la législation. Alors, la question, les soucis que nous avons encore, je pense que nous devons faire cela de façon constructive. Tout est lié au principe
type directeur des Nations Unies. Il y a plusieurs points que soulèvent les organisations, les principes directeurs, les directives. Donc, ne commencez pas par réinventer la roue, il n'y a rien de nouveau. Un point essentiel que moi je voudrais souligner ici et qui doit être bien clair, c'est que un mécanisme approprié pour parler aux victimes. Et je crois vraiment que nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas de résurgence, qu'il n'y ait pas d'effet sur les subsidiaires, sur les filiales, sur les fournisseurs. Et donc, que cela n'ait aucune incidence, voilà, sur les relations entre les entreprises. Chacun doit porter sa responsabilité et faire preuve de bonne diligence. Vous ne devez pas faire de sous-traitance avec un fournisseur qui ne peut pas se conformer à la diligence requise. Donc, nous parlons ici des relations contractuelles avec. Donc, il y a une façon de faire la sous-traitance tout en respectant la diligence raisonnable. Il y a aussi à comprendre qu'au sein de la communauté de l'Union européenne, ce qui a été fait en février comme proposition, donc il y a sorte d'un compromis politique. Je ne veux pas dire tout de suite que le compromis politique ne devrait pas se passer ou bien se passe au sein du Parlement européen, mais nous avons besoin vraiment de voir que ce compromis politique où quand est-ce que cela déborde les normes? Alors, il y a encore pas mal de travail à faire et pas mal d'interactions avec plusieurs autres parties prenantes, y compris vous, bien sûr. Donc, je serais ravie de travailler avec vous à l'avenir, à communiquer avec vous pour vraiment contribuer de façon massive, de façon intense à résoudre la situation. Oui, je dois aussi dire que je dois me joindre à une réunion des membres du Parlement pour élaborer un document. Donc, je pense que je dois quitter déjà à 17h, heure d'Italie. Donc, je pense que vous me donnerez la permission de quitter la réunion, même si elle n'est pas terminée. Alors, d'accord. Oui, merci d'avoir touché ce point très, très complexe. Il est important d'impliquer les organisations des sociétés civiles, les écoles. Donc, comment nous devons continuer à nous engager et aussi à trouver certains de ces points. D'accord. Est-ce que je peux vous donner un exemple? J'ai compris que il y a une dame qui a dit qu'il y a un projet de stratégie minière au niveau de la Banque mondiale. Oui. Est-ce que vous pourrez envoyer une lettre pour voir au président de la banque? Est-ce que c'est le président qu'on dit? Oui, le premier responsable de la banque. Est-ce que vous pouvez lui envoyer un courrier? Parce que c'est juste une idée. Donc, sinon, on peut envoyer une lettre. Je la connais déjà. J'ai travaillé avec la Commission des actions humanitaires. Donc, si je peux avoir votre assistance, je serais vraiment ravie de le faire. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci. Nous le ferons. Oui, voilà déjà un résultat, hein, une collaboration qui naît ici. Merci beaucoup. Et donc, je pense que nous avons encore le temps pour une petite question pour passer au commentaire final. Alors, nous avons déjà quelques questions portant la rétaliation vis-à-vis les défenseurs. Donc, Anna, je vais demander. Bon. S'il y a un autre participant, un autre panéliste qui veut intervenir, comment est-ce que vous demandez le contrat, pardon, comment on peut faire à ce que la banque qui travaille avec un contractuel ou bien une autre entreprise de mise en œuvre, comment est-ce que la banque peut s'assurer de la mise en œuvre, du respect de la due diligence? Bon, voilà, vous savez, c'est un peu difficile. Quelqu'un a déjà fait cas
de la plateforme Zoom et a dit que il y a déjà pour les compagnies de sécurité, les forces de sécurité avec lesquelles la Banque mondiale pourrait travailler pour s'assurer que le client se conforme. Bon, je ne sais pas trop à ce sujet, mais ce que je peux dire, c'est que chaque jour, il y a plusieurs choses, plusieurs événements qui se passent. Donc, il y a déjà des cas militarisés et aussi des interventions brutales, violentes. Donc, euh, quand c'est dans un pays, par exemple, dans un pays en guerre, un pays en état de guerre, les uniformes utilisent les uniformes. Par exemple, on dit, voilà, tel uniforme est pour telle situation, tel uniforme est pour les représailles, et ainsi de suite. Donc, vous voyez déjà des gens qui portent des uniformes hein, et aussi avec des armes à feu. Donc, c'est vraiment effrayant. Et bon, l'État est là et on ne dit rien, bon, parce que les communautés, les résidents des communautés, les habitants de la communauté veulent juste arrêter une opération ou bien une certaine activité et voilà, ils ne permettent même pas. Donc, je pense que ceci, bon, dans l'historique des protestations pacifiques, nous n'avons pas besoin de voir les forces de sécurité, les forces policières, les forces militaires bien armées jusqu'aux dents. Non, on n'en a pas besoin pour des gens qui font une protestation pacifique. Alors, bon, ce que moi je veux dire, c'est que je ne sais pas vraiment comment est-ce que nous pourrons le faire, mais je pense, est-ce qu'il y a des normes, les forces de les forces de défense et aussi, est-ce qu'il faut un plaidoyer, une communication avec les banques de développement, c'est-à-dire quand elles arrivent sur un territoire, qu'elles sachent qu'il y a, voilà, qu'il y ait vraiment, on doit dire peut-être, il y a déjà une coalition avec laquelle travailler, il y a des règles auxquelles se conformer. Bon, plusieurs aspects doivent être pris en compte pour s'assurer que la militarisation, la brutalisation soit évitée sur les lieux de protestation. Donc voilà, parce que normalement, des gens qui luttent pour les gens ne veulent, ces défenseurs, dans la plupart des cas, font des manifestations pacifiques. Donc, moi, je ne vois pas vraiment qu'il faut les brutaliser, il faut être militarisé pour les contenir et mettre leur vie en danger. Voilà, on voit déjà un bon nombre de cas. Donc, voilà, cela je vais maintenant demander à quelques orateurs de nous donner quelques points finaux, euh, Heidi, je commence avec vous. Je voudrais vraiment nous excuser que nous n'avons pas trop de temps pour les questions-réponses pour la séance d'aujourd'hui. Et donc, voilà, si vous avez des questions, vous pourrez juste les envoyer dans la messagerie. On s'en occupera. On vous enverra plus de détails. Alors, un discours final. Oh, Heidi s'est déconnectée, d'accord, pour une autre réunion, c'est pas mal. Alors, Anita, à vous la parole. D'accord, très brièvement, je voulais dire, nous devons aussi parler des principes de sauvegarde. Donc, c'est très important et il faut en tenir compte dans les nouveaux rapports. La Banque mondiale et les institutions financières de développement ont un rôle clé à suivre leurs filiales ou bien les agences de mise en œuvre pour prévenir, éviter de tels cas de violence à l'avenir. Merci beaucoup. Du point de vue communautaire, tant personne ayant vécu ceci, il nous faut continuer à avoir cette solidarité, cette synergie et faire plus de plaidoyer auprès de ces banques. Et on espère vraiment qu'elles nous écouteront et commenceront par penser
être préoccupés par ce que nous vivons pour que ces projets ne causent pas de dégâts, de dangers à nos communautés. Nous devons aussi travailler à voir l'aspect lié aux représailles et s'assurer que il faut il faut d'abord avoir un consentement préalable libre avec la communauté pour éviter ces représailles à l'avenir. Merci beaucoup. Oui, Anna, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Un dernier point est quelque chose qui est lié à la question qui est dans la messagerie. La situation mondiale est tellement exigeante demande tellement d'actions de nous tous, mais plus surtout de nous, activistes. Donc, aujourd'hui, on pense que c'est vraiment très triste parce que moi, étant dans un pays qui continue son processus de développement et c'est très exigeant. Donc, je pense que émotionnellement et physiquement, parfois, nous devons seulement nous arrêter un moment. Nous devons juste nous arrêter un moment pour penser à autre chose. La conservation de l'environnement, le plaidoyer pour les droits de l'homme, les plaidoyer pour la protection de l'environnement, plaidoyer pour limiter les projets dangereux à la communauté. Il y a plusieurs personnes qui sont affectées par la guerre. Alors, donc, est-ce qu'il y a la guerre, par exemple, en Ukraine, la guerre en Ukraine? Est-ce que nous devons nous éloigner de cette réalité? Donc, il y a eu de cela la situation globale est tellement exigeante. Il y a tellement de soucis. Donc, nous devons penser à une situation pacifique et voir comment manifester de façon pacifique pour ne pas ajouter des problèmes déjà à ce monde. Parce que notre lutte est importante, elle est indispensable et le monde traverse déjà pas mal de problèmes pour que nous allions encore créer d'autres situations difficiles pour nos communautés. Il faut penser à la communauté quand nous faisons cela. Merci. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter là. Je voudrais juste donc, nos documents sont disponibles, l'enregistrement sera disponible en anglais, en français, en espagnol et en russe. Je voudrais juste finir par dire que la plupart de ces banques de développement font des engagements pour éviter les représailles. Donc, ils veulent vraiment ajouter cela à leur cadre, à leur document cadre social. Bon, est-ce qu'ils sont ensuite redevables? Donc, est-ce qu'elles vont mettre en œuvre des actions concrètes, des actions tangibles? Donc, les campagnes et ce qui est nous allons lire le rapport après et prendre ce qu'il nous faut. Merci à Anna, Janusz et Heidi. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci à vous tous.